Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Bienvenue à l'émission Majuscule Propos. Ce soir, nous allons revenir sur la rencontre, sinon les retrouvailles entre le président de la République, Paul Kagame, qui est allé au contact de sa population et surtout presque 3 ans après, à cause notamment de la pandémie de Covid-19 qui a coupé tout contact entre les humains. Ce n'est pas qu'au Rwanda, c'est dans le monde entier, mais ce manque de contact a impacté notamment sur le rendez-vous annuel de la rencontre du chef de l'État Paul Kagame avec sa population. Ça y est, cette fois-ci, c'est fait. On a retrouvé le rythme, on a retrouvé la vie. Alors, le départ, ou sinon le point de départ pour cette rencontre ou ces retrouvailles, c'était le sud du pays. Nous sommes dans le district de Ruhango, où le chef de l'État déjà avait été dans cette partie du pays en 2017 en tant que candidat du Front patriotique rwandais, le FPR. Celui-ci est encore rentré la dernière fois là où il était. Il avait un message qu'il portait non seulement à cette population de Ruhango, mais également il devait prêter oreille pour entendre les desiderata de la population. Mais dans la partie sud du Rwanda, c'était également une occasion de rencontrer le commun des mortels, les citoyens ordinaires, mais également les leaders d'opinion, avec une rencontre beaucoup plus particulière, avec des questions beaucoup plus particulières par rapport à leurs responsabilités. Et ensuite, le chef de l'État a poursuivi son bonhomme de chemin dans la partie ouest du pays, par le district des Nyamasheke. Il a été également dans le district des Karongi. Donc c'est ce dimanche qu'il a donc terminé son périple dans cette partie du pays, donc le sud-ouest du Rwanda. Mais nous, on va revenir sur l'importance de cette rencontre et surtout de l'impact de cette tournée sur la gouvernance du Rwanda et surtout la gouvernance au niveau de la base. Pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants de cette rencontre entre Paul Kagame et sa population, nous sommes avec le sénateur Havudimana Emmanuel. Il est docteur Havudimana Emmanuel. Il a été il a été sur la route du sud et de l'ouest en tant que bien sûr élu du peuple. Bonsoir docteur. Bonsoir Eddy. Vous avez été témoin donc de cette effectivement depuis jeudi jusqu'à hier vendredi, je faisais partie de ce périple avec le chef de l'État. Et aujourd'hui, dans le district de Karongi, où il rencontrait les planteurs de thé. Je n'étais pas là, j'avais une autre activité. Donc moi, j'ai fait Huye le soir. À Ruhango, je n'étais pas là, mais j'ai été avec le chef de l'État. Nyamagabe. Huye, Nyamagabe, Rusizi et Nyamasheke. En tout cas, on doit comprendre que le gros de son périple, vous étiez avec lui. Je rappelle que le docteur Havudimana est membre de la commission sénatoriale en charge des affaires étrangères. Également avec nous sur Skype, nous sommes avec le docteur Eric Ndushabandi. Il est chercheur et ainsi que directeur de IRDP. Bonsoir, docteur. Bonsoir Eddy. Voilà, merci bien de vous joindre à nous. J'aimerais tout d'abord, avant peut-être pour planter le décor, j'aimerais qu'on puisse suivre cet élément déjà du début ou du départ du chef de l'État dans la partie sud. C'est avec notre confrère Kassim Youssouf. Et puis on va revenir tout de suite après pour aller maintenant dans les détails de ce périple. La rencontre du président de la République, Paul Kagame, et des milliers de la population du district de Ruhango et des environs s'est déroulée au stade de Kibingo.
La dernière rencontre du président Kagame et de la population sur ce terrain de football a eu lieu le 14 juillet 2017, lorsqu'avait débuté la campagne électorale du candidat du FPR Ingotani. Le président de la République, Paul Kagame, a félicité le comportement de la population dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui a affecté différentes activités, notamment celles qui permettent des rencontres des dirigeants et la population. Les habitants rayonnaient de joie et d'allégresse lorsque leur président les saluait. S'appuyant sur les souhaits que le maire du district de Ruhango lui a présentés, notamment l'accroissement des infrastructures d'eau, surtout que seulement 68% des habitants en ont accès, et la construction des routes en bitume qui relient différentes parties du district, particulièrement les routes qui mènent à l'hôpital de Kinazi et Gitwe. Le président Kagame a affirmé avoir une dette vis-à-vis de la population. Je suis heureux de m'avoir acquitté de ma première dette, de venir vous rendre visite. Ma relation n'est pas à que je cherchais vos choix pendant la campagne. Non, il y a beaucoup de choses qui nous mettent en relation et c'est ce qui m'a amené ici, pour que nous les mettions sur les rails. Vous manquiez et peut-être que je vous manquais aussi. Ma dette de venir vous rendre visite est acquittée. J'ai entendu les problèmes dont il faut s'occuper et nous allons le faire ensemble. J'ai parlé de votre rôle et de celui du gouvernement. Il y a l'organisation sur laquelle s'appuyer qui doit être bien réalisée. Le président Kagame a dit à la population que même si le gouvernement fait tout ce qu'il faut pour lui fournir des activités de développement socio-économique, elle doit apporter sa contribution pour bien entretenir et exploiter ses activités. La première contribution, c'est travailler et travailler encore. Réaliser ce dont on est capable, faire ce qui est possible, réalisable peut-être parce que la part du gouvernement est également disponible, atteint un certain niveau qui vous accorde des moyens de travailler et de travailler chacun pour soi. Par exemple, dans l'agriculture et l'élevage, le rôle du gouvernement est d'épauler les Rwandais dans l'agriculture et l'élevage, leur fournir des semences, assurer le renforcement de leurs capacités, leur donner tout le nécessaire à mettre dans le sol pour qu'il soit fertile, ou de l'eau dont on peut se servir dans l'agriculture et l'élevage. Mais ceux qui adoptent cela, qui s'appuient à cela et travaillent, c'est bien vous. C'est donc complémentaire. Se servant de l'exemple du vaccin contre le Covid-19, le président Kagame a félicité la population d'avoir approuvé la vaccination malgré le fait qu'un peu partout dans le monde, certaines personnes ont refusé de se faire vacciner et qu'il y a peu de gens dans le pays qui ont fui, et a exhorté la population à vite comprendre et à s'intéresser de ce qui lui est utile. Le président de la République, Paul Kagame, a dit qu'il est inconcevable que la production de l'usine de traitement de manioc de Kinazi soit seulement de 50% de sa capacité et a exhorté la population à apporter sa contribution dans l'accroissement de la production. Lors de l'échange de la population avec le président de la République, l'enseignant qui a pris la parole a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour la majoration du salaire qui leur a été accordée. Le président de la République a également promis de trouver des solutions aux problèmes de tarifs élevés d'assurance moto et aux problèmes de construction d'un stade dans le district de Ruhango. Merci bien donc Kassim Youssouf pour cet élément. Docteur Avdimana, ça faisait, je l'ai dit dans mon introduction, ça faisait quand même un bon bout de temps
sans cette rencontre. Déjà, vous qui êtes sénateur aujourd'hui, dans le mode de gestion d'un pays, déjà, comment comprendre cette rencontre-là? Déjà, c'était presque une tradition avant Covid, une tradition qui a connu un peu des petits problèmes à cause de la Covid. Maintenant, de quoi s'agit-il effectivement? Qu'est-ce que le président poursuit par cette façon d'opérer? Je dois dire que la première chose dont il faut se féliciter, c'est d'abord les efforts du gouvernement pour vacciner la population et l'accueil de la population par rapport à ces vaccins. Parce que, comme l'a dit le président de la République, il y a eu des pays dans lesquels il y a une certaine résistance et les vaccins n'ont pas été distribués comme il le faut. Mais au Rwanda, maintenant, nous avons à peu près 99% de la population qui ont reçu les 2 premières doses de vaccin COVID-19. Et je pense que c'est l'un des records les plus importants, et le plus important en Afrique et certainement aussi l'un des meilleurs dans le monde. C'est bien que ces efforts de vaccination de la population ont permis au chef de l'État de descendre sur le terrain et de nouveau se permettre un bain de foule, chose qui était inimaginable il y a quelques mois en tout cas. Il y a pratiquement 2 ans. C'était impensable, par exemple, au mois de mars-avril, que le chef de l'État puisse rencontrer 40 000, 50 000 personnes. Mais grâce à ces efforts, nous savons que maintenant ça a été possible. Le peuple a été content de retrouver le chef de l'État et l'ont manifesté de diverses manières par les applaudissements, les chants, l'intervention de certaines personnes qui exprimaient leur joie de pouvoir de nouveau rencontrer le chef de l'État. Maintenant, si on doit revenir maintenant, il y a la rencontre, déjà il y a la forme qu'on voit, c'est cette chaleur humaine qu'on a retrouvée sous un soleil ardent qui n'a pas empêché la population de répondre présent. Maintenant, comment comprendre déjà cette manière-là d'opérer? Parce que c'était déjà, je parlais d'une tradition à chaque année. Qu'est-ce que le président poursuit cette manière d'opérer? Comment comprendre ça? Déjà, nous avons les institutions en place, les instances de base qui sont en place. Et on se dit, mais le président de la République, quand même, il tient à être présent au niveau de la base chaque année. Il tient à être présent et à être proche de son peuple. Et je dois dire aussi que c'est en partie une certaine tradition de gouvernance, même dans notre pays, dans l'histoire du Rwanda. Le roi, de temps en temps, effectuait des visites dans différentes parties du pays. Je dois dire que, par exemple, au district de Nyamasheke, hier, à Nyamasheke, il y a eu une cérémonie de dames qui poussaient des youyou, des traditionnels imundu en Kinyarwanda, avec des gestes, une certaine gestuelle montrant la tradition rwandaise d'accueillir le chef de l'État avec des barattes de lait. Traditionnellement au Rwanda, la baratte Gisabo ne sortait pas de l'enclos, familial. La baratte sortait occasionnellement pour accueillir le Moami, le roi, qui visitait la région. Et cette cérémonie se terminait par le défilé traditionnel des Inyambo, Komurika, Inyambo, le jour où le Moami visitait la région. Cet exercice, je dois dire que
Et ça m'a rappelé, quand j'ai vu ces femmes avec des barattes de lait, avec la traditionnelle couronne Urugori, c'était vraiment un spectacle très, très, très intéressant que nous avons tous apprécié, qui rappelle que descendre, rencontrer le peuple, fait partie de la gouvernance, même dans la tradition rwandaise. Le chef de l'État aussi s'y était livré dans le passé, mais à cause, comme nous le disions, du Covid, les sorties avaient été très limitées. Mais maintenant, on peut de nouveau se permettre de rencontrer la population. Docteur Vunabandi Eric, vous êtes avec nous. Déjà, vous qui êtes politologue, vous êtes chercheur, là, donc je parle là à carrément quelqu'un qui est dans la matière. Comment comprendre cette manière-là de gouvernance? Qu'est-ce que cela, c'est quoi la valeur ajoutée aux instances qui sont déjà en place et au travail qui est fait au quotidien, docteur? La présence du chef de l'État, donc le contact direct avec la population. Merci beaucoup, Monsieur Sabiti. Je voudrais d'abord cadrer ce que nous voyons, ce que nous avons entendu. C'est que nous sommes au centre du concept de leadership, mais d'un leadership qui se traduit dans une vision, et une vision qui visiblement est partagée par plusieurs, par le chef de l'État et les citoyens, et une vision qui est traduite en programme et en des objectifs. Ça, c'est ce qu'on appelle un leadership effectif, basé sur une vision, un programme et des objectifs bien précis. Effectivement, comme vous l'avez dit, il est inscrit dans un temps. C'est un programme politique. C'est 7 ans de mandat présidentiel qui est traduit par des étapes et qui est confié à des institutions et à des mandataires de l'État. Ici alors, je cadre ceci dans une vision partagée, mais aussi dans une forme de contrat social. Nous avons entendu le président parler de ce que nous avons promis, ce que vous avez promis, et nous avons entendu l'idée de dette. L'idée de dette, ça traduit un contrat social entre le président et les citoyens, et où chacun joue son rôle. Ce qui est très innovateur dans cela, c'est que ce n'est pas seulement un président qui donne seulement des promesses et qui prétend le faire lui seul, mais il veut que sa vision soit portée par tous et il revient sur le terrain pour dire, voilà, quelle a été ma part, quelle a été votre part, où est-ce que nous en sommes. C'est dans ce cadre-là. 2, nous avons vu aussi le président de la rencontre des citoyens. Nous sommes au centre aussi de l'émotionnel, parce qu'à part en politique, à part le rationnel, le programmatique, il y a aussi l'affectif. Il dit, vous m'avez, je ne sais pas comment le dire en français, mais vous m'avez manqué. Peut-être que vous aussi, je vous ai manqué. C'est une expression forte du sentimental, de l'émotionnel pour marquer la proximité effectivement d'un leader avec ses citoyens. Alors, autre chose que nous avons entendu, c'est que c'est cadré en disant, voilà, qu'est-ce qui manque pour qu'on y arrive. Et tout de suite, il y a des secteurs clés sur lesquels il a touché immédiatement. C'est l'agriculture, ok? C'est l'infrastructure, c'est la gouvernance, c'est l'urbanisation, mais surtout c'est l'éducation et la santé. Alors, par rapport à la santé, aussi, ceci arrive dans un contexte de post-pandémie, si on peut dire, en tout cas après Covid, la crise du Covid. Ça signifie que les programmes, la vision a été bouleversée par une pandémie et on voit le président et les citoyens en train de célébrer les résultats d'un effort commun. Alors, ce leadership qui est centré sur les citoyens,
il parle du Covid dans le sens où un gouvernement a protégé les citoyens et on a vaincu, partiellement bien sûr, il y a eu des pertes. Voilà un peu le cadre dans lequel nous sommes ici en gouvernance, mais aussi nous sommes dans un cadre de transformationnel. Qu'est-ce qu'on a transformé entre-temps depuis qu'on a commencé, depuis ma dernière visite chez vous? Qu'est-ce qui a changé? Et là, nous sommes absolument dans une politique de questionner et de demander la redevabilité, c'est-à-dire les mandataires qui doivent répondre, ceux qui ont en charge ces mandats, et de répondre effectivement comment ils ont été transformationnés dans ce qu'on est en train de faire. Voilà un peu le cadre dans lequel nous sommes. Merci beaucoup. Voilà. On aura compris le docteur Ndouchabandi. Il évoque notamment la notion de Jean-Jacques Rousseau avec le contrat social. Maintenant, ce contrat social-là, tout de même, lui, il l'exprime. Il est allé loin. Il a parlé de l'émotionnel qui a caractérisé également cette rencontre. Quand lui parle de son peuple qu'il a vraiment manqué pour de nombreux mois. Docteur, vous êtes sénateur, mais tout de même, au quotidien, il y a des institutions qui sont en place, qui fonctionnent. Est-ce que nous sommes dans le cadre, pour le citoyen lambda qui aimerait comprendre, il s'est dit, OK, mon problème, les sénateurs, les ministres, les maires et autres, j'attendrai que le président passe par mon village, passe par ma base pour lui en parler. Est-ce que c'est pour la population qu'il est là seulement ou c'est également pour les responsables? D'abord, il faut placer cette visite dans son calendrier, dans le calendrier du mandat du chef de l'État. Nous sommes aujourd'hui en 2012. 2022. 2022, docteur. Pardon. Vous êtes en retard de 10 ans. Mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? OK. Nous sommes en 2022, 5 ans. C'est bien, restez jeune. Restez jeune, c'est bien, docteur. 5 ans après le début de ce troisième mandat, et nous sommes à 2 ans de l'échéance. C'est l'occasion du chef de l'État, pour le chef de l'État, de descendre sur le terrain, voir le niveau d'accomplissement des promesses de son programme électoral en 2017, lorsqu'il a été élu. Alors là, c'est l'occasion pour lui de descendre sur le terrain, rencontrer le peuple, certaines fois même contredire certains rapports officiels qui lui parviennent, parce qu'il a l'occasion de descendre lui-même sur le terrain et de rencontrer le peuple. De palper du doigt donc de palper du doigt les réalisations, de confirmer ou d'infirmer ce qui lui parvient par écrit dans son bureau ou dans les réunions officielles avec les responsables des communautés de base. Il fallait y être pour voir, il fallait faire partie de la délégation pour comprendre comment cette visite, cette rencontre avec le peuple, et pour le chef de l'État et pour toute la délégation qui l'accompagne, l'occasion de découvrir certaines choses que personne ne soupçonnait. Je veux dire par là, certaines personnes qui ont eu la chance, parce qu'ils étaient nombreux, à vouloir poser des questions, mais comme le temps manquait, le président de la République ne pouvait pas prendre une cinquantaine de questions. Parmi ceux qui ont été sélectionnés, il y a eu certains cas où des citoyens montraient comment ils avaient franchi différents échelons dans la justice, de la justice jusqu'à la Cour suprême, mais que... Sans jamais trouver gain de cause. Même gagner le procès, mais ne jamais être compensé. Je veux dire par là, les amendes. Si la loi a été dite, donc il faut l'appliquer. La loi a été dite, il y a eu un perdant, mais le perdant n'a jamais payé ce qu'il devait payer. Le perdant reste gagnant. Oui, c'est ça. Il me vient rapidement en tête le cas d'un individu qui a parlé de quelqu'un qui lui doit, selon le tribunal, il doit lui payer 35 millions.
cet individu est au Rwanda, le plaignant il est toujours sur le terrain, mais ça fait des années que ces 35 millions ne lui ont jamais été fournis. Donc c'est juste un exemple, mais il y en a beaucoup, qui montrent que la justice a fait son devoir et tranche des procès qui lui parviennent, mais la mise en exécution est autre chose. C'était vraiment des cas souvent très touchants. Et tout le monde dans l'attente, dans la tribune, murmurait, parce que à un certain moment, on se disait que c'est quand même scandaleux. Quelqu'un qui a gagné un procès, ça fait 3-4 ans, le plaignant, le perdant, l'accusé, connu, il est au pays, il n'a pas quitté le pays, mais l'autre n'a pas eu ce que la justice lui avait ordonné que l'autre. Donc c'est un exemple pour vous dire que descendre sur le terrain pour le chef de l'État, c'est l'occasion de palper du doigt la réalité sur le terrain, rencontrer le peuple pour que le peuple confirme que les rapports officiels qui lui parviennent sont authentiques. Docteur Eric, vous avez, dans cette manière de gouverner, on sent que le président Kagame a fait une sorte de... Il s'est détaché des modes ou des méthodes traditionnelles de gouvernance, ou en tout cas, le président est là dans son bureau où il reçoit des rapports, à lui et ses conseillers de s'asseoir et d'analyser, puis de prendre une décision qui convienne pour sa population. Docteur, comment est-ce que, par exemple, vu de l'extérieur, cette manière-là d'opérer est interprétée? Par exemple, vous qui êtes politologue, vous qui faites de la recherche, comment vous exprimez ça peut-être aux gens qui ont du mal à comprendre cette manière de gouverner? Est-ce que ça, à la limite, ça ne peut pas créer une certaine interprétation qui ne soit pas celle que le Rwandais voit ou comprend de son quotidien? Merci Eddy. Je pense que la voix s'est coupée un peu. Si je suis à côté de la question, arrêtez-moi ou informez-moi. Je pense que vous êtes en train de parler de deux méthodes où un chef de l'État ou un leader peut décider d'agir à partir de son bureau, de moyens traditionnels et bureaucratiques, ou alors choisir aller à la rencontre. C'est ça la question, je pense. Pourquoi on choisirait ça? Oui. Écoutez, je pense que nous sommes, il faut bien cadrer ça, nous sommes dans un contexte de démocratie. Okay. De démocratie, c'est-à-dire c'est le peuple. C'est le peuple que nous servons, c'est le peuple qui sert. Nous sommes tous au service du peuple, du citoyen, et donc c'est vraiment une gouvernance participative. Participative dans le sens où les derniers bénéficiaires de nos services publics ou des politiques publiques, c'est les citoyens. Entre lui et les citoyens, il y a maintenant les mandataires. Là, nous sommes dans un rapport aussi de démocratie, ce qu'on appelle l'accountability en anglais, ou alors la redevabilité. C'est-à-dire, vous avez reçu un mandat, vous êtes maire de district, je pense que c'est par là que ça commence, quand on voit les types de questions et de réponses qu'on a reçues, jusqu'à ce qu'on arrive aux ministres qui sont en charge des différents secteurs, leur demander des comptes. C'est ça la redevabilité. Et ça, c'est un deuxième principe de la démocratie ici. Et alors, choisir aller à la rencontre des citoyens, je pense que mon aîné, le sénateur, vient de le dire, ça cadre bien dans un schéma traditionnel d'évaluation et d'auto-évaluation, ce qui est aussi démocratique, self-assessment, ou alors s'auto-évaluer et aller en face du citoyen, faire le frontal avec les citoyens, les bénéficiaires, pour s'auto-évaluer et pour évaluer les mandataires. Et ici, donc, la mise en œuvre de programmes politiques qui sont en ligne avec une vision, avec un programme manifesto, comme on dit, d'un parti politique au pouvoir, avec tout ce que ça comporte comme coalition, tout ce qui comporte comme gouvernance inclusive, partagée. Nous avons vu autour de trois éléments. La première chose, c'est
comment est-ce que les programmes sont mis en œuvre, où en sommes-nous, quels sont les types de difficultés qu'on a rencontrées pour ne pas arriver à 100%. À part le Covid, c'est comme pour dire comment maintenant on peut aller jusqu'au bout. Ce sont les 2 ans que le sénateur vient d'évoquer tout à l'heure qui nous restent. Le mi-mandat qui a été bouleversé par le Covid nous pose aujourd'hui, il nous reste seulement 2 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à répondre à ce qu'on a promis aux citoyens et même aller jusqu'au-delà des targets ou alors des objectifs? Troisième élément, quel type de collaboration nous avons observé? Comment est-ce que les décideurs politiques ou les mandataires, tous collaborent autour d'une vision partagée, d'un programme partagé? C'est-à-dire agir de concert et se donner des chances de donner le maximum aux citoyens. Et ici nous sommes donc au centre d'une démocratie participative et d'une démocratie inclusive où nous voyons les plus vulnérables, les plus isolés. Il a la capacité de prendre le micro et d'interpeller le gouvernement assis devant le président de la République. Et donc ce rapport entre citoyens et gouvernants, c'est effectivement un leadership démocratique, un exercice d'ailleurs, j'allais dire un exercice très risqué, difficile parce que les citoyens, ils orientent ces questions, ils orientent ces besoins dans tous les sens. Et dans une théorie en politique actuelle, la politique se définit finalement quand vous ouvrez un guichet comme ça, quand vous ouvrez une ligne de questions, que chacun pose sa question. Et il me semble que la ligne va s'élargir de plus en plus parce que les citoyens aient l'opportunité d'interagir avec le chef de l'État au plus haut sommet. Et donc, les besoins de s'exprimer, les besoins de questionner et de demander aux mandataires de rendre des comptes, des queues, ou bien la ligne va s'élargir. C'est ça l'enjeu qu'il y a et l'opportunité par ailleurs qu'il y a. Et on s'y apprête effectivement, on voit que c'est un leadership qui a construit ces mécanismes, c'est déjà une tradition, ce n'est pas nouveau. Le président de la République l'a fait déjà plusieurs fois. Mais le faire à ce stade-ci, il nous est maintenant l'occasion de dire quels sont les pions à mettre en œuvre, quels sont les efforts. Parce que nous avons vu et dit que le problème des ressources ne s'est pas posé. Ça, c'était quand même étonnant. Dans plusieurs gouvernances, les gens te disent qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de capacité. Et ici, ce n'est pas le cas. Nous sommes plutôt dans un cas où j'ai entendu les compétences et la performance. Et la collaboration, qu'est-ce qui a manqué? Où les mandataires doivent s'expliquer. Donc voilà un peu ce que je dirais pour cette question. Voilà, justement, on a parlé donc du chef de l'État qui s'est adressé donc aux citoyens ordinaires et les citoyens ordinaires qui a également présenter ses desiderata ou sinon également des remerciements ou des appréciations sur certains programmes du gouvernement, certaines réalisations individuelles. On a suivi des témoignages des différentes personnes, hommes, femmes, jeunes, vieux. C'était vraiment une occasion d'un peu avoir une certaine idée globale de la situation des populations dans cette partie du pays. J'aimerais bien peut-être qu'on suive également un autre élément très important. Cette fois-ci, le chef de l'État, il a rencontré, vous parliez tout à l'heure du leadership centré sur la population, mais il a rencontré des leaders d'opinion. Donc c'est vrai, c'est la population, mais d'une autre catégorie, où on espère en tout cas des gens qui doivent tirer les autres vers l'avant ou qui doivent peser beaucoup plus sur qui on doit compter davantage pour mener les citoyens ordinaires vers ces objectifs que le chef de l'État s'est fixé, que le gouvernement s'est fixé. J'aimerais bien qu'on suive l'élément sur la rencontre avec les leaders d'opinion dans la partie sud du pays, à Houillé. C'est une rencontre qui a eu lieu à l'université du Rwanda, campus Houillé. Au premier jour de sa visite de 4 jours en province du Sud et de l'Ouest, le président de la République, Paul Kagame, s'est entretenu avec les leaders d'opinion de la province du Sud à l'université du Rwanda, campus de Houillé.
Le problème de l'usine de traitement de manioc de Kinazi, opérationnelle depuis 10 ans, mais dont la production est faible par rapport à sa capacité, a notamment été longuement débattu. Le chef de l'État a à ce propos fait observer que cela fait que les cultivateurs de manioc n'augmentent pas la production agricole, mais le ministre du Commerce et de l'Industrie, le docteur Ngavitsinze Jean Chrysostome, a rassuré que très bientôt, une solution sera trouvée. bakavuga kinazi bakavuga abaturage badahinga imyumbati ihagije. On parle de Kinazi et des citoyens qui ne cultivent pas assez de manioc. Ce problème de ne pas assez cultiver est réel, mais je peux leur apporter mon soutien. Dans quelle usine vont-ils apporter leur production et quelle capacité a-t-elle? Je vous dis que nous avons débattu de ce problème de capacité depuis 20 ans. Qu'est-ce qui a manqué? N'y a-t-il pas des dirigeants qui réfléchissent et qui peuvent avoir des activités à exécuter? Et qu'est-ce qui manque? Écoutez d'abord, donc ces 10 années sont parties en fumée. Mubanze mwumve iyo myaka 10 igeze kirarigita gusa. Le chef de l'État est également revenu au problème du laboratoire de médecine à l'université du Rwanda à Mamba, en district de Huye, construit il y a 9 ans, mais jusqu'à présent non opérationnel. Rabu ikwiriye kuba iri hano ya biotechnology. Il y a un laboratoire de biotechnologie qui devrait être ici. Où se trouvait-il? Vous ne l'avez pas ici dans Rouillé. Est-ce qu'il fonctionne convenablement? Donc vous avez construit quelque chose qui est là, avec une grande capacité, et après vous avez eu le problème de l'exploiter parce que les branches ont été disséminées. En fait, les branches se rencontrent à la tige, et vous n'avez pas su comment rassembler les branches à leur tige. Mwananiwe guhuza amashami kuri ku giti cyayo. Le président de la République a fait savoir que ce problème, comme celui de l'usine de Kinazi, sont en relation avec une façon de penser médiocre qui affecte aussi négativement le fonctionnement, ajoutant qu'il est inconcevable que les dirigeants n'aient pas honte de ne pas accomplir leurs responsabilités. Ibibazo dufite rero kwirwa tuvuga byagenze bitya. Les problèmes que nous avons proviennent de notre fort intérieur. Et si vous ne parvenez pas à trouver de solution aux problèmes qui en vous, d'attitude et d'organisation, et comment les problèmes extérieurs seront-ils résolus? Comment lui trouver de solutions? Même si vous cherchez des gens de l'extérieur pour venir leur trouver des solutions, ils viennent et vous les faites travailler selon votre nature, selon votre manière d'être. Et c'est comme ça que les Africains sont toujours en retard. Vous qui êtes ici, vous le savez. C'est comme ça que certains pays qui étaient économiquement au même niveau, au cours des 40 dernières années, ils ont avancé plus de 100 fois et par contre, nous avons reculé encore et encore. Vous comprenez bien cela. C'est ce que vous voulez être. Évitons de mentir et ne nous leurrons pas. Vous voulez aller de l'avant. Il y a des exigences et que vous le vouliez ou pas, vous devez les faire. Le développement ne viendra pas facilement à vous. Les dirigeants qui n'ont pas honte, qui ne se posent pas de questions sur ce qu'ils font ou pourquoi ils le font ou je ne le ferai plus. La honte, c'est la perpétuelle rétrospection qu'on doit faire. Et s'il y a quelque chose qui vous fait honte, vous dire que vous ne le ferez pas, dire que c'est ignoble et que vous ne le ferez pas. Hagira ikigutera iryo pfunwe kikakuviramo kuvuga uti sinzongera ibi bintu biragayitse sinzabyongera. Les participants à cet entretien qui a duré 4 heures ont promis au président de la République du changement et lui ont adressé leurs doléances et différents souhaits visant le développement de la province du Sud et du pays en général. La province du Sud a une population d'environ 2 millions d'habitants et comprend 8 districts.
Merci à Kassim Youssouf. Docteur, on a aperçu votre sourire là au milieu de la foule. Vous étiez donc parmi les leaders d'opinion que le chef de l'État. 4 heures, s'il vous plaît. 4 heures de rencontre. C'est énorme pour l'agenda déjà surchargé du président de la République. S'il doit passer 4 heures à discuter avec les gens, cela montre l'importance que revêt une telle rencontre. Docteur, on évoque ici une usine de Kinazi qui est un poumon de l'économie de la province du Sud. On évoque un laboratoire qui a coûté des millions, mais qui n'est pas mis à profit. Déjà, ce que je me demande, c'était quoi le regard des gens après la rencontre? Est-ce que les gens ont eu le courage de se regarder en face, de se dire, écoutez, là, il ne s'agit pas de la population ordinaire, il s'agit des leaders d'opinion, des gens d'un certain niveau quand même, qui doivent aider les autres à les tirer vers l'avant. La première chose que je voudrais ici dire, c'est que, même si on a passé 4 heures, mais ça s'est passé vite, tellement les débats, les questions, les réponses du chef de l'État étaient très intéressantes. Vous en voudriez plus? On ne s'est pas ennuyé. On a commencé vers 19h et la rencontre s'est terminée vers 22h40, 45, un peu avant 23h. Mais par exemple, pour le cas de Kinazi et l'usine de manioc, l'usine de farine de manioc de Kinazi, le président de la République a montré quand même une certaine exaspération, parce que ça fait longtemps. Quand même. Ça fait 10 ans que la question... Oui. Une usine qui marche, qui fonctionne à 35%. Voilà, de sa certains parlent de 50%, mais le chef de l'État a dit ça n'arrive même pas à 50% de sa capacité. C'est à 35%. Vous voulez accroître la production agricole. Où voulez-vous la mettre? Même l'usine qui est là n'est pas en mesure de travailler à plein rendement. Je ne connais pas tout le dossier, mais j'ai appris que certaines machines qui ont été achetées n'ont pas été performantes comme on le croyait. Et elles sont inutilisables dans l'état où elles sont. Elles doivent être remplacées. Et les remplacer, c'est toute une chaîne de production. C'est un autre investissement. C'est un autre investissement. Dans cette usine, je pense que l'État participe à hauteur d'environ, je pense, 50-60%. Et les autres, ce sont des privés. Mais ça montre que il y a eu un certain retard, certain désintéressement. Je ne voudrais pas ici juger qui que ce soit. Je suis très mal positionné pour le faire. Mais ça montre que tous les partenaires doivent... On parle quand même d'une responsabilité partagée. Oui. S'il a évoqué ces questions devant vous, c'est que... C'est-à-dire qu'il y a un certain examen de conscience de la part de tous les stakeholders, voilà. toutes les personnes concernées dans le projet. Et donc là, une réunion, une étude, une évaluation devrait être rapidement faite pour corriger les erreurs qui ont été commises et qui durent depuis 10 ans. Ça fait longtemps. Et pour le laboratoire de biotechnologie, j'ai travaillé dans cette université pendant 22 ans, de 1997 à 2019. Ce laboratoire a été construit par la coopération technique belge, CTB. Je pense en 2010-2011, il était inauguré début 2013. Mais malheureusement, son inauguration coïncide avec la fusion de toutes les institutions d'enseignement supérieur du Rwanda en une université. L'université du Rwanda. Ce qui était l'Université nationale du Rwanda a été fusionné avec Isaïe Busogo, avec Kigali Institute of Education, avec KIST, Kigali Institute of Science and Technology, avec, en tout, ça fait 8 institutions d'enseignement supérieur. Alors,
un laboratoire qui avait été construit pour les étudiants de la faculté d'agronomie, les étudiants de la faculté des sciences, en biologie, en chimie, les étudiants de médecine. Ils se retrouvent presque abandonnés parce que les étudiants de la faculté d'agronomie fusionnent avec Isaïe Busogo. Certains même se déplacent à Busogo. D'autres viennent à Kigali, le campus là du côté de Kabeza. Il y a un campus de... Là où se trouvaient les bureaux de l'Office rwandais de l'agriculture. Oui, RAB, l'ancien ISAR. Donc, les étudiants ont été dispersés dans différentes branches de la faculté d'agronomie. Les étudiants de médecine, à partir de la 4e année, ils sont à Kigali, et à ce qui est aujourd'hui le campus de Remera, l'ancienne Kigali Institute of Education. Et les étudiants de sciences, en biologie et en chimie, ils vont au campus Nyarugenge, à Kist, et le laboratoire se retrouve seul, sans étudiants. Et les étudiants déjà, sont... À qui la faute, je crois? Parce que l'idée en soi n'était pas aussi mauvaise que ça. Docteur Eric Ndushabandi, c'est quand même une situation assez... vous avez peut-être un mot à... Oui, je voulais dire que la coopération technique belge qui avait construit le laboratoire n'a pas souhaité le déplacer ailleurs. Ils ont dit non, nous avons construit pour l'ancienne Université nationale du Rwanda, au campus de Huye, et vous avez pris les étudiants. Il faut que les étudiants reviennent. Y a-t-il eu des efforts pour justement dire, OK, on a un bijou ici, on a quand même un investissement, on a un don qui a coûté de l'argent? Ou c'était facile parce que... Je vais vous donner mon opinion personnelle. Je pense que, pour dire la vérité, il y a une part de responsabilité à plusieurs échelons. Parce que le projet Université du Rwanda, c'est un projet vaste. Ce n'est pas une seule personne qui l'a fait, c'est la participation, la responsabilité à différents échelons, depuis l'Université nationale du Rwanda jusqu'au ministère de l'Éducation, jusqu'à tous les lecteurs de toutes les institutions d'enseignement supérieur du Rwanda. Mais il y a eu beaucoup de conséquences néfastes, négatives de cette fusion. Je vais vous donner un exemple. Un homme d'affaires à Huye, avant-hier, au cours de ce périple, il a posé la question au chef de l'État, lui demandant l'autorisation d'acheter les biens publics qui semblent abandonnés. Lui, il voit des opportunités d'affaires. C'est ça. À quoi faisait-il allusion? Il faisait allusion aux maisons d'habitation du personnel de l'Université nationale du Rwanda à Taba. C'est presque abandonné. C'est presque abandonné. C'est très mal entretenu. Très mal entretenu. Maintenant peuplé par des singes. Voilà. Hein? Docteur Eric Ndushabandi, quand même ici, toujours vous dans cette vision de leadership, si déjà on a un problème au niveau des leaders d'opinion qui devraient aider, sinon appuyer les instances de base, les institutions étatiques à pouvoir faire avancer certains agendas. Nous sommes dans une situation quand même assez inquiétante, comme le chef de l'État l'a dit. Et même le ton qu'il a utilisé, vous avez senti qu'il n'était pas forcément très amical. Je ne vais pas tomber dans le piège de parler de l'université, du management, de toutes les réformes, parce que ça serait piégé. Nous sommes deux professeurs, que ce soit le professeur, le sénateur et moi-même. Mais je vais aller justement vers le leadership. Si je peux dire un mot par rapport à ça, c'est un problème de continuité dans nos politiques publiques, dans nos réformes des institutions publiques, et le leadership effectif dans les institutions publiques en termes de rationalité, c'est-à-dire coût et bénéfice, l'argent engagé et l'objectif à atteindre. Alors, ici, les explications que je puisse donner du côté du leadership, quand je considère non pas seulement l'université, mais l'ensemble de tous les commentaires que j'ai reçus, ou alors de toutes les discussions entre les citoyens et le président, je pense qu'il y a quelque chose qui a été pointé clairement,
les égos, les narcissismes. Quand il dit que vous n'avez pas honte de pouvoir échouer, ça signifie que la flèche a tourné autrement. La flèche est allée vers les égos, les narcissiques que moi. C'est pourquoi je n'ai pas honte de ne pas avoir fait ce que je dois faire. Deuxième élément, c'est le manque de collaboration qu'il évoque dans plusieurs interventions. Le manque de collaboration, et il dit Habuziki, qu'est-ce qui a manqué? Et il insiste, on voit qu'il veut vraiment que les gens disent toute la vérité par rapport. Je pense qu'il y a une confusion entre besoins et les solutions. On est plus allé vers la présentation des budgets, des demandes des infrastructures et tout, mais on n'a pas donné assez d'attention sur la solution qu'on veut apporter. Et il évoque surtout les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts et la transparence dans la passation des marchés. Il évoque ici, il nous met en face qu'il manque de mécanismes de suivi et d'évaluation qui informent la décision. Il y a les M&I qui se font sur des projets, mais il n'y a pas d'action qui est suivie immédiatement. Et donc ici, dans ce jeu, je pense qu'il y a la protection du plus puissant, ceux qui détiennent les pouvoirs peut-être économiques autour de ces enjeux, et l'objectif qu'on devait atteindre. Et du coup, la redevabilité n'est pas là. C'est ça la vérité. Je pense qu'il est temps qu'on voit la réalité en face, que quand il s'agit des institutions publiques, il est important que le suivi et l'évaluation soient suivis des actions concrètes. Voilà, moi je pense que c'est même cela qui va résumer notre émission, la redevabilité, à chacun ses responsabilités, surtout à faire face à ses responsabilités, sinon les textes et les lois sont clairs à ce propos. Je pense qu'il nous appartient à tous de conjuguer nos efforts pour un objectif commun, pouvoir tirer nos populations vers l'avant. Permettez-moi de vous remercier. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ce point. Merci beaucoup, Dr Eric Ndouchabandi. Je rappelle que vous êtes directeur de IRDP. Vous êtes également chercheur en politique. Merci également à Dr Emmanuel Avodimana. Vous êtes sénateur et membre de la commission Affaires étrangères. Grand merci à toute l'équipe qui m'a réalisé et surtout, je termine par citer le président Kennedy qui demandait à la population « Vous voulez que je fasse ça pour vous et vous soyez prêts à me rendre également ce que moi je fais pour vous ». Je pense qu'il est de notre responsabilité d'apporter notre pierre à l'édifice qui s'appelle le Rwanda. Merci beaucoup.